Au lieu d'une truffe, ce que cette truie a déterré du sol a mis fin à 5 années de silence et de mystère. Pourquoi cette truie creusait-elle avec tant de fureur au pied d'un vieil arbre isolé? Et comment cette découverte macabre a-t-elle finalement résolu l'une des disparitions les plus énigmatiques de France? Auriez-vous cru qu'une truie puisse devenir la clé d'une enquête criminelle? Dites-le nous dans les commentaires. Et si les mystères non résolus vous fascinent, abonnez-vous à Vestiges d'un mystère pour ne rien manquer. Pour comprendre comment cette vérité a été révélée, il faut remonter le temps, jusqu'à un matin d'août 2019, dans les douces collines de Sarlat-la-Canéda. Sarlat-la-Canéda, août 2019. La Dordogne, avec ses vallées verdoyantes et ses villages médiévaux figés dans le temps, respirait la douceur estivale. Les ruelles pavées de Sarlat, imprégnées d'histoire, résonnaient des rires des touristes et des effluves de truffes et de noix. C'était un tableau idyllique, un havre de paix où le temps semblait suspendu, invitant à la contemplation et à l'évasion. C'est dans ce cadre enchanteur que Chloé Bouchard, une jeune Canadienne de 29 ans, avait choisi de passer ses vacances. Chloé n'était pas du genre à se prélasser. Dotée d'une énergie débordante et d'une passion inébranlable pour la course à pied, elle voyait chaque nouvelle destination comme un terrain de jeu à explorer, un défi à relever. Ces foulées régulières étaient sa méditation, son moyen de se connecter au monde qui l'entourait. À Sarlat, elle s'était promise d'explorer les sentiers sinueux qui serpentaient à travers les forêts de chênes et les champs de maïs, de découvrir la beauté brute de la campagne périgourdine. Chaque matin, avant même que le soleil ne darde ses premiers rayons ardents, elle enfilait ses baskets roses fluo et partait à la conquête des chemins, laissant derrière elle le silence encore intact de la petite maison qu'elle louait en périphérie de la ville. Le 14 août 2019, l'aube se levait à peine, drapant le paysage d'une lumière douce et rosée. Chloé, comme à son habitude, était déjà debout. Elle avait préparé sa bouteille d'eau, vérifié ses écouteurs et attaché ses longs cheveux châtains en une queue de cheval soignée. Un dernier coup d'œil à sa montre connectée, un sourire d'excitation sur les lèvres, et elle quitta la maison. L'air frais du matin caressait son visage, portant l'odeur de la terre humide et des pins. Elle commença sa course, ses pas rythmés par le chant lointain des oiseaux et le craquement des feuilles sous ses pieds. Elle avait prévu un parcours d'environ 1 heure, une boucle familière qu'elle avait déjà empruntée plusieurs fois depuis son arrivée. Le soleil montait doucement, promettant une journée chaude, mais pour l'instant, la fraîcheur était parfaite pour l'effort. Chloé se sentait vivante, libre, en parfaite harmonie avec la nature environnante. Elle ne savait pas que ce serait sa dernière course. La matinée s'écoula. Le soleil grimpa haut dans le ciel, et la chaleur commença à peser. Midi approchait, puis le début de l'après-midi. L'absence de Chloé commença à se faire sentir. D'abord une légère inquiétude, puis une anxiété grandissante. Son téléphone, laissé sur la table de chevet, ne répondait pas. Ce n'était pas dans ses habitudes de s'absenter aussi longtemps sans prévenir. Les premières tentatives pour la joindre, les appels répétés, laissèrent place à un sentiment d'urgence. Quelque chose n'allait pas. L'alerte fut donnée aux gendarmes de Sarlat en fin d'après-midi. La machine de recherche se mit en branle avec une rapidité et une intensité rarement vues dans cette région paisible. Les visages des officiers, initialement empreints d'un optimisme prudent, se durcirent à mesure que les heures passaient sans la moindre trace. Des équipes de gendarmes, épaulées par des volontaires civils, quadrillèrent les environs. Les premières heures furent consacrées à la battue des sentiers connus et des chemins de campagne, mais le terrain, dense et boisé, rendait la tâche ardue. La nuit tomba, et avec elle, une anxiété glaciale s'installa. Le lendemain, l'opération de recherche prit une ampleur considérable. Le ciel de Sarlat fut bientôt strié par le balai incessant des hélicoptères, leurs rotors battant l'air avec une insistance sourde, sondant chaque parcelle de forêt, chaque méandre de la rivière Dordogne. Des drones, équipés de caméras thermiques, survolaient les zones les plus denses, leurs yeux numériques cherchant le moindre signe de vie. Des équipes cynophiles, avec leurs chiens renifleurs aux narines expertes, ratissaient le sol, leurs aboiements lointains brisant le silence pesant des bois. L'espoir était encore palpable, mais il commençait à s'effriter sous le poids de l'absence de résultats. Les jours suivants virent l'intensification des efforts, des renforts arrivant des départements voisins, transformant Sarlat en un véritable camp de base pour cette opération sans précédent. Puis vint la découverte qui, loin d'apporter des réponses, ne fit qu'épaissir le mystère. Le véhicule de location de Chloé fut retrouvé. Il était garé sur un petit parking isolé, près du point de départ de plusieurs sentiers de randonnée, à quelques kilomètres de la maison qu'elle louait. La voiture était intacte, fermée à clé,
et ne présentait aucun signe d'effraction ou de lutte. À l'intérieur, ses affaires personnelles, son portefeuille, son passeport, ses vêtements de rechange étaient toutes là, en ordre, comme si elle avait simplement prévu une courte absence. Le plus étrange fut la seule trace laissée à l'extérieur, un unique cadavre de lacets de chaussures, de couleur rose fluo, identique à ceux de ses baskets de course, soigneusement posés sur le capot. Un objet si insignifiant en apparence, mais si déroutant dans ce contexte, semblant presque une signature, un message énigmatique. Les découvertes ne firent qu'accentuer la perplexité des enquêteurs. Si Chloé était partie courir, pourquoi son lacet était-il sur le capot de sa voiture, et pas sur sa chaussure? Avait-elle rencontré quelqu'un? Était-ce un signe, une mise en scène? Chaque nouvelle piste semblait mener à une impasse. Les interrogatoires des habitants locaux, des touristes, des commerçants n'apportèrent rien de concluant. Les caméras de surveillance des routes principales ne montrèrent aucune image suspecte. Le temps s'étirait, les jours se transformant en semaines, et le dossier de Chloé Bouchard, malgré les ressources humaines et techniques colossales déployées, restait désespérément vide de réponses. La frustration montait. Les experts en recherche, habitués à des résolutions rapides dans la majorité des cas de disparition, se heurtaient à un mur. Pas de corps, pas de témoins crédibles, pas de mobile évident, pas de scène de crime. Le lacet rose restait l'unique indice matériel concret, un fragment de tissu dérisoire face à l'ampleur de l'énigme. Les familles de disparus, souvent confrontées à l'horreur de la vérité, se voyaient au moins offrir une forme de clôture. Pour Chloé, il n'y avait rien. Juste le vide. Finalement, après des semaines de recherche acharnées qui avaient épuisé les équipes et les budgets, le cas de Chloé Bouchard fut officiellement classé. Disparition inquiétante sans solution. Les hélicoptères cessèrent leur rotation, les drones furent rangés, et les chiens renifleurs retournèrent à leur chenil. Sarla Lacaneda retrouva son calme apparent, mais sous la surface, une cicatrice invisible s'était formée. Le mystère de la jeune Canadienne disparue planait comme une ombre, un rappel douloureux de la fragilité de la vie et de la capacité de l'inconnu à engloutir une existence sans laisser de traces, laissant derrière lui une famille dévastée et une énigme persistante. Le dossier fut refermé, mais pour ceux qui avaient suivi l'affaire, l'histoire de Chloé Bouchard ne faisait que commencer, un puzzle aux pièces manquantes, attendant d'être un jour assemblé. 5 années s'étaient écoulées depuis que l'affaire Chloé Bouchard avait déchiré le tissu paisible de Sarla Lacaneda, pour finalement sombrer dans les profondeurs de la mémoire collective, reléguée au rang de tragédie locale non résolue. Octobre 2024 baignait la Dordogne de ses couleurs les plus riches, l'ocre des feuilles de chêne se mêlant au vert profond des pins, sous un ciel d'un bleu limpide. C'était le cadre familier et réconfortant de la vie de Michel Berthier, chef à la retraite de 57 ans, dont les journées étaient désormais rythmées par le palan de sa truie, Rosie, à travers les forêts reculées. Michel avait troqué les cuisines étoilées de Paris pour la simplicité rustique d'une petite ferme isolée, où il cultivait son jardin, et surtout, chassait la truffe avec Rosie. Rosie n'était pas une truie ordinaire. Avec son groin rose et ses yeux intelligents, elle était une partenaire, une amie, presque une extension de lui-même. Son flair était inégalé, sa patience infinie, et sa gourmandise pour les truffes, légendaire. Leurs sorties matinales étaient des rituels sacrés, des balais silencieux entre l'homme et l'animal, où seul le bruit des feuilles sous leurs pieds et le grognement occasionnel de Rosie brisaient le silence de la forêt. Ce matin-là, comme tant d'autres, le soleil filtrait à travers la canopée, dessinant des motifs mouvants sur le sol forestier. L'air frais et humide portait l'odeur de la terre mouillée, du champignon et du bois mort. Michel, sa canne à la main et son panier en osier à l'épaule, observait Rosie. Elle avançait méthodiquement, son groin fouillant le sol avec une délicatesse surprenante pour un animal de sa taille. Ses courtes queues remuaient, signe de concentration. Il venait de passer une heure fructueuse, déterrant quelques magnifiques tubés melanosporum, quand Rosie changea soudain de comportement. Habituellement, elle marquait l'emplacement d'une truffe par un grognement satisfait et un léger coup de groin, attendant que Michel intervienne avec sa petite pelle. Mais cette fois, son attitude était différente. Elle s'arrêta net au pied d'un chêne centenaire, son tronc noueux et imposant se dressant comme un monument au temps. Un arbre qu'il connaissait bien, un producteur fiable. Rosie commença à creuser, mais pas avec la finesse habituelle. Ses mouvements étaient frénétiques, presque paniqués. Elle poussait de petits cris gutturaux, ses pattes s'enfonçant de plus en plus profondément dans la terre meuble, projetant la terre et les feuilles mortes derrière elle. Michel, intrigué, s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ? Une grosse, c'est ça ?» murmura-t-il, songeant à une truffe de taille exceptionnelle.
Mais Rosie ne s'arrêtait pas, sa détermination était étrange, son énergie démesurée pour une simple truffe. Au lieu de la richesse aromatique du champignon noir, c'est une odeur âcre et synthétique qui commença à se dégager du trou. Une odeur de plastique ancien, mêlée à quelque chose de plus sombre, de plus dérangeant. Michel fronça les sourcils. Rosie continuait à creuser, son groin tapant contre un objet dur. Il s'agenouilla, écartant la terre avec ses mains. Le sol était lourd, gorgé d'humidité, et à mesure qu'il creusait, une forme sombre et rectangulaire apparut. C'était un sac en plastique, épais et jauni par les années, partiellement déchiré, comme s'il avait été enfoui là depuis longtemps. « Doucement, Rosie, doucement », dit Michel, retenant la truie qui, malgré ses efforts, semblait toujours vouloir en découdre avec cet étrange trésor. Le sac était lourd, et il dut tirer avec force pour le dégager de la terre collante. Une fois à l'air libre, il put voir qu'il était scellé, mais qu'une déchirure récente, probablement causée par les griffes de Rosie, révélait un aperçu de son contenu. Une anxiété sourde commença à monter en lui. Ce n'était pas une truffe. Ce n'était pas un animal mort. C'était quelque chose d'humain, quelque chose de délibérément caché. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ouvrait davantage la déchirure. La première chose qu'il aperçut fut un tissu coloré, vibrant même après des années sous terre. Un t-shirt de sport, bleu vif avec des motifs géométriques, étrangement familiers. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Le t-shirt. Il l'avait vu quelque part. À la télévision. Dans les journaux. L'affaire Chloé Bouchard. La jeune Canadienne disparue 5 ans plus tôt, dont les photos avaient inondé les médias locaux. Elle portait un t-shirt similaire le jour de sa disparition. Son cœur se mit à battre la chamade. Avec une appréhension croissante, Michel vida le contenu du sac sur le tapis de feuilles mortes. Le t-shirt de sport, froissé et taché de boue. Un short de course noir. Une paire de chaussures de course légères, leurs semelles encore reconnaissables. C'étaient bien les vêtements de Chloé Bouchard. Il n'y avait plus de doute. Puis, d'autres objets tombèrent du sac, scellant l'horreur de la découverte. Un préservatif usagé, desséché et maculé de terre, et un tampon hygiénique, également souillé et desséché. La nausée monta à la gorge de Michel. Ce n'était pas seulement des vêtements. C'étaient des preuves. Des preuves sordides et intimes qui hurlaient la violence et la détresse. Le silence de la forêt devint oppressant. Le chant des oiseaux sembla s'éteindre, le vent cessa de bruire dans les feuilles. Seul le souffle haletant de Rosie, qui reniflait curieusement les objets sans les toucher, rompait le lourd silence. Michel resta figé, accroupi, les yeux rivés sur les objets. L'innocence de sa matinée de chasse aux truffes avait volé en éclats, remplacée par une réalité crue et glaçante. L'affaire Chloé Bouchard n'était pas oubliée. Elle venait de ressurgir des profondeurs de la terre, portée par l'instinct infaillible d'une truie. Michel sentit le poids de cette découverte peser sur ses épaules. Il n'était plus un simple chasseur de truffes. Il était le dépositaire d'une vérité enfouie, le témoin inattendu d'un passé qui refusait de mourir. Le cas, presque une légende urbaine à force d'oubli, venait de prendre une tournure inattendue. Sa vie tranquille venait d'être irrévocablement bouleversée. Il devait appeler la gendarmerie. Le chemin du retour allait être long. La découverte de Rosie, cette truie au flair infaillible, avait agi comme une déflagration silencieuse dans le microcosme de la gendarmerie de Sarlat-la-Canéda. L'appel de Michael Mertier, d'abord teinté d'une prudence forcée, s'était rapidement transformé en un compte rendu haletant des objets exhumés par sa truie dans la terre meuble d'une clairière oubliée. Un sac à dos, une gourde, et surtout, un vieux préservatif usagé, enveloppé dans un mouchoir en papier, à quelques mètres de là. La mention du préservatif avait instantanément propulsé l'affaire Chloé Bouchard, jusque-là figée dans la catégorie des disparitions inquiétantes sans piste concrète, vers une nouvelle dimension d'urgence. Le capitaine Bernard, chef de la section de recherche, avait dépêché sans délai une équipe sur les lieux. La forêt de chênes truffiers, d'ordinaire si paisible, fut rapidement quadrillée par des rubans jaunes et blancs, transformant la clairière en une scène de crime potentiel. Les techniciens en identification criminelle, vêtus de combinaisons blanches stériles, se mouvaient avec une lenteur méthodique, chaque geste calculé pour ne pas compromettre la moindre parcelle de preuve. Michael Mertier, secoué mais coopératif, avait indiqué l'endroit exact où Rosie avait flairé les objets, et où elle avait ensuite marqué le sol près du préservatif. Sa truie, inconsciente de l'importance capitale de sa trouvaille,
reniflait l'air avec son enthousiasme habituel. Le sac à dos, la gourde et d'autres effets personnels furent soigneusement photographiés, répertoriés, puis placés dans des sacs scellés. Mais l'attention de tous était rivée sur le petit sachet plastique contenant le préservatif. C'était une piste ténue, certes, mais potentiellement la plus explosive. « Tout est scellé, capitaine », annonça l'un des techniciens, sa voix étouffée par son masque. « Nous avons prélevé le préservatif avec le maximum de précautions. Il y a de fortes chances qu'il contienne des traces biologiques exploitables. » La précieuse pièce à conviction fut acheminée au laboratoire d'analyse génétique de Bordeaux, un centre de pointe réputé pour son efficacité. Là, l'équipe d'experts, sous la direction du docteur Élise Moreau, commença son travail de fourmi. Chaque fibre, chaque résidu, chaque cellule était scrutée au microscope. L'objectif était clair, isoler un profil ADN complet. Le processus était délicat, exigeant une précision millimétrale et une patience infinie. Des réactifs chimiques furent appliqués, des cycles de chauffage et de refroidissement répétés, le tout dans un balai scientifique visant à amplifier les minuscules fragments d'acide désoxyribonucléique. Les heures s'étiraient, lourdes de l'attente. Les enquêteurs de Sarlat, suspendus au résultat, sentaient l'adrénaline remonter après des mois de stagnation. Enfin, le rapport préliminaire tomba. Le docteur Moreau confirma qu'un profil génétique masculin complet avait été extrait du préservatif. C'était une percée majeure. L'espoir, un sentiment rare dans les affaires non résolues, commença à poindre. La prochaine étape était cruciale. Confronter ce profil aux bases de données nationales, notamment le fichier national automatisé des empreintes génétiques, FNAEG, qui recense les empreintes des individus condamnés pour certains crimes. Quelques jours plus tard, la sonnerie du téléphone du capitaine Bernard retentit, brisant le silence pesant de son bureau. C'était le laboratoire. « Capitaine, nous avons une correspondance », annonça la voix du docteur Moreau, empreinte d'une gravité contenue. Le profil ADN correspond à celui de Marc Janin. Il est enregistré dans le FNAEG suite à une condamnation pour exhibitionnisme. Le nom résonna dans le bureau. Marc Janin. Un paysagiste de 47 ans, résident de Sarlat-la-Canéda, dont le casier judiciaire portait la marque d'un incident d'exposition indécente survenu 5 ans auparavant. L'information fut immédiatement transmise à l'ensemble de l'équipe. L'excitation était palpable, mais tempérée par le professionnalisme. Un antécédent d'exhibitionnisme ne faisait pas de lui un meurtrier, mais la correspondance ADN le plaçait au centre de l'enquête. L'étau commençait à se refermer. L'enquête sur Marc Janin fut lancée avec une discrétion absolue. Les gendarmes passèrent au peigne fin sa vie, ses habitudes, son entourage. Ils découvrirent un homme solitaire, discret, sans histoire apparente en dehors de son écart de conduite passé. Son entreprise de paysagisme était modeste, et il travaillait souvent seul. Une surveillance discrète fut mise en place. Chaque mouvement de Janin était observé, chaque appel enregistré, chaque sortie notée. Son comportement était routinier, presque anodin, ce qui ne faisait qu'accroître la suspicion des enquêteurs. Les criminels les plus dangereux étaient souvent ceux qui se fondaient le mieux dans le décor. Le mandat de perquisition fut obtenu rapidement, la preuve ADN étant suffisamment solide pour justifier une intrusion dans sa vie privée. Au petit matin, une équipe d'intervention discrète mais déterminée se présenta devant la modeste maison de Marc Janin, située en lisière de Sarlat. L'opération fut menée avec efficacité. Janin, surpris dans son sommeil, ne présenta aucune résistance. Pendant que les gendarmes fouillaient méticuleusement chaque pièce, les experts informatiques se concentrèrent sur l'ordinateur personnel de Janin. C'est là que le véritable cauchemar se révéla. Après avoir contourné quelques protections rudimentaires, ils accédèrent au disque dur. Ce qu'ils découvrirent glaça le sang des enquêteurs les plus endurcis. Des dizaines, voire des centaines de dossiers, remplis de photographies. Des clichés de femmes, prises à leur insu, souvent avec une lentille de zoom puissante, depuis des lieux dissimulés. Des scènes de vie quotidienne volées, des femmes faisant leurs courses, promenant leurs chiens, attendant un arrêt de bus. Et puis, le choc. Parmi ces images, plusieurs séries de photos de Chloé Bouchard. Des clichés pris dans les jours précédant sa disparition. Chloé faisant son jogging sur un chemin de campagne, Chloé assise à la terrasse d'un café, Chloé consultant une carte touristique. Les images étaient nettes, détaillées, prises de loin, mais avec une clarté troublante. La date et l'heure des fichiers ne laissaient aucune place au doute. Marc Janin avait traqué Chloé Bouchard,
Il l'avait suivi, observé, photographié. Les preuves s'accumulaient, implacables. L'ADN sur le préservatif, les antécédents d'exhibitionnisme, et maintenant, ces photographies glaçantes. Le dossier contre Marc Janin se refermait, épais et accablant. Il n'y avait plus aucun doute. Le paysagiste discret de Sarlat-la-Canéda était l'homme qu'il cherchait. Le coupable avait enfin un visage. La salle d'interrogatoire était glaciale, malgré la chaleur estivale de Sarlat. Face à Marc Janin, le commissaire Dubois posa sur la table une pochette plastique contenant le rapport du laboratoire. Le document, d'apparence anodine, portait le poids d'une vérité insoutenable. « Monsieur Janin, commença Dubois, sa voix grave résonnant dans le silence tendu, l'analyse ADN des vêtements retrouvés a parlé. Votre profil génétique correspond à 100% aux traces biologiques découvertes sur les effets personnels de Chloé Bouchard. » Le visage de Janin, jusqu'alors figé dans une expression d'innocence forcée, se décomposa. Ses yeux, fuyants, se posèrent un instant sur le rapport, puis sur le commissaire, avant de se fixer sur ses propres mains tremblantes. Le masque était tombé. La pression, accumulée au fil des jours d'interrogatoires et de mensonges, s'effondra sous le poids de l'évidence irréfutable. Un soupir rauque s'échappa de sa poitrine. « Je l'ai vue, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Elle courait souvent sur le même sentier, près de chez moi. Toujours seule. » Les mots se mirent à sortir, chaotiques au début, puis plus fluides, porteurs d'une horreur glaçante. Il raconta comment, obsédé par sa présence régulière, il avait planifié son acte. Il avait repéré un tronçon isolé de la piste, un endroit où les arbres étaient épais et où le passage était rare. Ce jour-là, il l'avait attendu, dissimulé dans les fourrés, son cœur battant la chamade. Quand Chloé était passée, son pas léger et régulier, il avait surgi. Elle a crié, continua Janin, les yeux vitreux, comme revivant la scène. Elle a lutté. Plus que je ne l'aurais cru. Elle était forte. La résistance de Chloé, loin de le dissuader, avait attisé sa fureur. Dans un accès de panique et de violence incontrôlée, il l'avait étranglée, réduisant au silence ses cris et ses espoirs. Elle ne respirait plus, conclut-il dans un murmure à peine audible, le visage ruisselant de sueur et de larmes, des larmes qui semblaient être plus de dégoût de soi que de remords sincères. Le silence qui suivit fut lourd, chargé du poids de l'indicible. Les policiers, pourtant habitués aux horreurs de la nature humaine, écoutaient avec une froideur professionnelle, leurs stylos crépitant sur leurs carnets, enregistrant chaque mot de cette confession macabre. Quelques heures plus tard, sous un ciel lourd et menaçant, Marc Janin, menotté et encadré par une escorte policière, se tenait au bord d'une petite ravine, à quelques kilomètres du lieu du crime. Sa voix était désormais monocorde, dénuée de toute émotion, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. Les vêtements, je les ai jetés ici. Il désigna un amas de broussailles denses, caché par un chêne centenaire. Les enquêteurs, armés de gants et de sacs de preuves, commencèrent à fouiller. Bientôt, un officier s'écria. Là, sous une couche de feuilles mortes et de débris végétaux, se trouvaient les restes d'un short de sport et d'un débardeur, déchirés et maculés de terre. Des objets anodins, mais qui pour la famille de Chloé, représentaient des fragments de son existence, des preuves tangibles de sa dernière course. Chaque pli du tissu, chaque tache, était une empreinte du drame. Les techniciens de la scène de crime travaillèrent avec une minutie chirurgicale, photographiant, mesurant et emballant chaque élément. La découverte des vêtements, si elle ne ramenait pas Chloé, confirmait au moins le récit de Janin et apportait une première conclusion à une partie du mystère. Le voyage se poursuivit, plus loin encore dans la campagne périgourdine, à travers des chemins de terre et des bois épais, dans un endroit que seul un local aurait pu connaître. Janin les mena à l'orée d'une parcelle de forêt dense, là où la terre était meuble et où la végétation formait un écran naturel. « Elle est là, dit-il, pointant du doigt une zone légèrement surélevée, recouverte de mousse et de jeunes pousses. » Le silence fut assourdissant. Les visages des policiers étaient marqués par une gravité solennelle. La pelle de l'un des officiers s'enfonça dans la terre, le son étouffé rompant le silence pesant. Chaque pelletée était une déchirure, non seulement dans le sol, mais dans l'espoir ténu que certains pouvaient encore nourrir. À mesure que la terre était retirée, une forme commença à apparaître. Les enquêteurs ralentirent, leurs mouvements devenant plus délicats, presque révérencieux. Puis, la silhouette se dessina plus nettement. C'était Chloé. Son corps, bien que marqué par le temps et la terre, était reconnaissable.
La scène était d'une tristesse déchirante, mais elle offrait aussi un soulagement macabre. La quête était terminée. Chloé Bouchard avait été retrouvée. Le commissaire Dubois, le visage fermé, observa le corps. Il y avait une tristesse profonde dans ses yeux, mais aussi une détermination silencieuse. Le travail était loin d'être fini, mais une étape cruciale venait d'être franchie. La famille de Chloé pourrait enfin commencer son deuil. Marc Janin fut formellement inculpé. Le procès, qui se tint plusieurs mois plus tard, fut rapide, les preuves étant accablantes. Le témoignage de Janin, bien que froid et dénué d'empathie, combiné aux preuves ADN et aux découvertes macabres, ne laissait aucune place au doute. Reconnu coupable du meurtre de Chloé Bouchard, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une sentence qui, pour la famille de Chloé, représentait une forme de justice, même si elle ne pouvait pas réparer l'irréparable. Le cas de Chloé Bouchard, initialement un mystère insondable qui avait hanté les habitants de Sarlat pendant des mois, trouva ainsi sa résolution. Une résolution obtenue non pas par les méthodes traditionnelles de la criminologie, mais par une intervention inattendue, presque miraculeuse. C'était une truie truffière, Rosie, par son instinct naturel et sa connexion singulière avec la terre, qui avait littéralement déterré la vérité. Son flair, habituellement dédié à la recherche de trésors culinaires, avait mis au jour un secret bien plus sombre, offrant une fin à la recherche désespérée d'une famille et une réponse à une communauté sous le choc. L'histoire de Chloé, de son voyage interrompu à Sarlat, est devenue un sombre rappel de la fragilité de la vie, mais aussi de l'incroyable chaîne d'événements qui peut mener à la vérité. Pour la famille Bouchard, la douleur de la perte restait immense, un vide impossible à combler. Mais la découverte du corps de Chloé, et la condamnation de son meurtrier, offraient un semblant de paix, la possibilité de faire leur deuil. Le mystère de Sarlat était résolu, mais son écho, celui d'un porc truffier qui avait percé les ténèbres pour révéler la lumière de la vérité, continuerait de résonner longtemps dans les vallées du Périgord, un témoignage poignant de la manière dont la nature elle-même peut, parfois, rendre justice. Sarlat-la-Canéda, avec ses ruelles médiévales et ses paysages gorgés d'histoire, incarne pour beaucoup une image de carte postale, un havre de paix intemporel. Pourtant, l'affaire Chloé Bouchard nous rappelle avec une force brutale que même les décors les plus idylliques peuvent être le théâtre de la plus sombre des réalités humaines. Elle nous force à regarder au-delà de la beauté apparente, à reconnaître que la noirceur peut surgir n'importe où, ou laissant une cicatrice indélébile sur un lieu et dans les esprits. Cette tragédie nous invite à une réflexion plus profonde. La beauté et l'histoire d'un lieu peuvent-elles réellement nous prémunir du mal, ou ne sont-elles qu'une façade fragile derrière laquelle se cachent des vulnérabilités insoupçonnées? Pensez-vous que certains environnements, par leur charme ou leur isolement, attirent ou dissimulent plus facilement les ombres humaines? J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Et si cette exploration des recoins de l'âme humaine vous interpelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.